À l'ordre, s'il vous plaît, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques. La Commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 113, loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives en matière d'adoption et de communication de renseignements. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Madame Roy-Montarville est remplacée par Madame Lavallée-Repentigny. Nous entendrons cet avant-midi M. André Desaulniers et l'Association des avocats en droit familial du Québec. Nous recevons maintenant M. Desaulniers. Vous connaissez les us et coutumes de la Commission. Vous avez 10 minutes pour faire votre présentation. Et après, M. Desaulniers, il y aura un échange avec Mme la ministre et les porte-paroles des deux oppositions. Je vous laisse la parole. Eh bien, bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les membres de la Commission des institutions de m'avoir invité. Je crois qu'une présentation s'avère nécessaire. C'est que vers 1995, il y avait comme une impasse dans le dossier de l'ouverture des dossiers d'adoption parce qu'il y avait, pour ainsi dire, deux options. Soit le statu quo, ce qu'on a actuellement, où le monde demandait essentiellement l'ouverture des dossiers d'adoption sans condition. Et c'était ça le sujet de l'impasse. Sauf que c'est ça. Donc, on a formé un comité ad hoc à l'extérieur des groupes existants comme le mouvement Retrouvailles ou Parent Finders qui œuvrent au Québec un peu, mais surtout dans le reste du Canada. Et il y avait aussi des personnes qui venaient du Comité des orphelins et orphelines des orphelins de Duplessis. Et là, à l'époque, on avait fait venir des lois sur l'adoption de diverses législatures à travers le monde. Mais essentiellement, on s'est attardé à ceux du régime anglais. Parce que la loi plénière sur l'adoption qu'on a ici au Québec vient de la tradition anglaise. Et eux, il y avait vraiment toute la variété des façons possibles. Mais essentiellement, c'était toujours la fermeture, là, la confidentialité des dossiers d'adoption. On s'est rendu compte en cours de route que la Nouvelle-Zélande avait adopté le même système qui est inclus aujourd'hui dans le projet de loi 113, le système de veto sur la confidentialité et de contact. Là, on s'est dit, c'est une bonne idée. C'est vraiment, on se disait, ça peut être un compromis qui pourrait débloquer le dossier. Mais là, la question en suspens, c'était de savoir est-ce que ça peut être adopté ici au Canada, parce que c'est pas parce que ça existe quelque part ailleurs dans le monde qu'on peut facilement prendre le petit bout et l'adopter ici au Canada. La réponse est venue en 1996 avec la Colombie-Britannique qui a justement adopté ce système de veto de confidentialité et sur la confidentialité et sur le contact. À partir de ce moment-là, on avait quelque chose sur la planche pour discuter. On s'est dit, voilà, ça fait 20 ans de ça. On s'est dit, ça devrait être assez simple à faire adopter. Puis ça fait depuis ce temps-là on le propose à toutes les occasions, que ça a été le comité CIMAR ou le comité tenu par Madame Lavallée, Maître Lavallée, que vous devez avoir reçu ici mardi, je crois. Non? C'est ça. C'est sûr que dans la communauté des personnes adoptées, c'est pas toutes les personnes qui sont en faveur de ce compromis-là. Mais étant donné que l'autre alternative, c'était de rester avec le statu quo, des organismes comme le mouvement Retrouvailles ont adopté cette position parce que on est
là, je parle des adoptions d'avant 1970, à une époque où il pouvait y avoir 10 000 enfants confiés à l'adoption à toutes les années. Là. C'est vraiment le jour et la nuit avec aujourd'hui. C'est beau s'il y en a 50, là. Et c'est ça. Donc, on est une population vieillissante. On a conscience que nos parents biologiques ont potentiellement 20 ans de plus que nous. Il y en a déjà beaucoup qui sont décédés. D'ailleurs, il y a déjà des personnes adoptées que j'ai connues qui sont décédées en cours de route et qui n'ont pas pu retrouver. Et tout ça mis dans la balance, on s'est dit, le projet de loi 113, malgré les lacunes qu'on y trouve, doit être adopté rapidement, à quitte de l'améliorer plus tard. J'ai fait parvenir aux membres de la commission un mémoire. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire. C'est essentiellement les mêmes propos qu'on tient depuis quelques années. Et je vais vous lire le résumé en début de mémoire. Le fait de cacher le statut d'adopté à une personne et donc de limiter l'accès de cette dernière à la connaissance de ses antécédents héréditaires sont des exemples de discrimination occasionnés par la confidentialité des dossiers d'adoption et la politique du secret associée à l'adoption. Par la suite, j'aimerais revenir sur les recommandations que je voudrais faire adopter dans le projet de loi. Et ça m'amène ici. Donc, essentiellement, il y a plusieurs points. Remplacer l'article 583.10 du Code civil mentionné à l'article 32 du projet de loi par le suivant. Il appartient à l'adoptant d'informer l'enfant sur le fait qu'il est adopté. Il lui appartient également de l'informer des règles relatives à la communication de son identité ou de celle de son parent d'origine, ainsi que des règles relatives à la prise de contact entre eux. Toutefois, c'est le rajout que je rajouterais, toutefois, une demande de certificat de naissance de la part de l'adopté majeur doit indiquer que le certificat de naissance a été modifié par un jugement d'adoption. Ici, moi, j'ai connu beaucoup de personnes adoptées qui se sentaient insultées de toujours être nommées comme l'enfant dans la loi, alors que la plupart d'entre nous ont 40 ans et plus. Là. Et d'autre part, pour une personne qui ne sait pas qu'elle a été adoptée, il ne viendrait pas à son esprit de contacter le directeur de la protection de la jeunesse pour s'informer de savoir s'il a été adopté ou non. Il s'adresserait plutôt à la direction de l'État civil, comme moi j'ai fait à l'époque. Et je tiens à rappeler ici que avant 1997, il était possible pour n'importe quel citoyen de consulter le registre d'État civil dans une église ou au palais de justice et de faire la lecture de son propre acte de naissance. C'est ainsi que dans mon cas, il y avait la reproduction du jugement d'adoption et en marge, si ma mémoire est bonne, il y avait le numéro de dossier d'adoption. Dans le paragraphe 583.10, quand on dit qu'il appartient à l'adoptant d'informer l'adopté, ça revient à dire que, dans le fond, malgré une nouvelle charte des droits et libertés, que la personne adoptée voit tous ses droits fondamentaux subordonnés à un privilège qu'on donne à l'adoptant. Je peux comprendre dans les situations où la personne est mineure, même il y a le volet 14-18 qui peut entraîner des problèmes, mais lorsqu'une personne est adoptée, devient adulte, je considère qu'elle doit acquérir la pleine personnalité juridique et bénéficier de tous les avantages de la loi. Or, ce n'est pas le cas, puisque on dit dans la loi que ces droits sont subordonnés aux privilèges qu'on donne aux parents adoptants.
Deuxième point, prévoir un certificat de jugement d'adoption incluant le texte complet du jugement pour permettre à l'adopté d'obtenir un document officiel de l'État prouvant leur adoption et pouvant, le cas échéant, inclure les noms des parents biologiques. Ce document-là était disponible au centre à cour de la jeunesse jusqu'à fin des années 90. J'en ai obtenu copie. Mais à un moment donné, ils ont dit que ça faisait partie du dossier d'adoption et quand d'autres personnes ont demandé des copies, ils n'ont pas pu l'obtenir, car ils disaient que c'était devenu confidentiel. Je crois que ce document-là devrait redevenir disponible pour les personnes adoptées. Prévoir un certificat de filiation ou un certificat de naissance comportant les noms des parents biologiques et des parents adoptifs qui permettrait au directeur de l'État civil d'informer l'adopté de leur statut d'adopté et des liens avec leurs parents biologiques. Ici, j'ai pris la peine, j'ai été sensible aux propos tenus par, entre autres, l'Association des parents pour l'adoption québécoise, qui, eux, voient mal l'idée qu'un document qui indique l'adoption soit présenté à l'école primaire ou secondaire, et je les comprends. Pourtant, c'est une difficulté qui pourrait être facilement remédiée par le directeur de l'État civil s'il pouvait... Pardon? Je pense. En conclusion. Ah, en conclusion, déjà, hein, mon dos. Oh non, c'est ça, donc, je voudrais juste revenir sur l'obtention d'une copie conforme. Monsieur Desaulniers, il vous restait combien de temps? Peut-être 3-4 minutes, 4-5 minutes. Je pense que nos parlementaires sont magnanimes. Allez-y, puis vous ferez votre conclusion. On mangera sur mon temps de questions. Ou... comme vous voulez. Ça sera pas long. Donc, je disais, le directeur de l'État civil pourrait proposer divers documents à sa clientèle. Je crois qu'il propose déjà un certificat de naissance format portefeuille. Il pourrait avoir un format régulier aussi qui indique les informations qu'on retrouve habituellement, soit le nom, le prénom, le lieu de naissance, date de naissance, le nom des parents légaux. Et un certificat de naissance plus détaillé aussi, qu'on pourrait avoir même une transcription de tout l'acte de naissance. Donc, pour ce qui est de la copie conforme d'un dossier d'adoption que je mentionne, c'est que moi, je fais un parallèle avec le dossier médical qu'on retrouve, le dossier de l'usager aux articles 17 et suivants de la Loi de la santé et des services sociaux. Et je comprends pas pourquoi un dossier d'adoption pourrait pas être régi de la même façon, puisque l'usager, dans les deux cas, dans un cas, c'est la personne adoptée, mais dans l'autre cas, c'est le patient, mais c'est la même personne. Donc, moi, je trouve que ça devrait être régi de la même façon. On a déjà discuté précédemment avec les autres groupes là, des problèmes relatifs à la fratrie et de pouvoir que les descendants en ligne directe puissent bénéficier des mêmes droits que leurs parents pour savoir qui étaient les parents biologiques de leurs parents en ligne directe, le cas échéant. C'est tout. Merci, M. Desaulniers. Madame la ministre. Merci, M. Desaulniers. Merci de votre présentation. Je vais prendre une petite seconde pour saluer nos collègues, les juristes de l'État qui, encore une fois, se joignent à nous aujourd'hui et pour leur réitérer notre souhait d'un retour à la table de négociation. Saluer également ceux et celles qui sont les abonnés de notre commission parlementaire parce que je sais que nos travaux intéressent énormément de personnes adoptées et de parents adoptants. Bref, je sais qu'il y a une communauté qui suit de près ce qu'on fait puis nos échanges. Monsieur Desaulniers, je sais également que ça fait des années que vous militez en faveur d'une plus grande ouverture pour les droits des personnes adoptées, pour le droit de connaître les origines.
beaucoup de questions pour vous parce que hier, on a amorcé nos consultations. Certains, et je vais aborder la première question parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup avec le mouvement Retrouvailles hier. Il y a dans les dispositions du Code civil une possibilité pour l'adopté de faire ses recherches et de prendre contact avec ses parents d'origine, et ce, dès l'âge de 14 ans. Ou le projet actuellement. Oui. Donc, l'article 583 est suivant. Et hier, c'est ça, hier, on a eu des groupes qui nous disaient avoir un malaise de parents, de familles adoptantes, disant les familles adoptantes devraient être impliquées dans ce processus-là pour permettre de faire le lien avec l'adolescente de moins de 18 ans qui cherche à connaître ses origines. J'aimerais ça vous entendre sur cette question-là parce qu'on a entendu la position des familles, mais vous avez, vous, une perception qui est peut-être différente en raison de vos propres expériences et des expériences des gens qui militent avec vous. Puis j'aimerais vous entendre sur cette question-là. C'est sûr que dans mon cas... Pardon? Oh, désolé. Non, ça va, c'est juste pour l'audio. Moi, j'attendais la lumière rouge. Puis... en fait, c'est sûr que la plupart des gens que je fréquente dans ce milieu-là, c'est des gens de 40 ans et plus. Je comprends la problématique des 14-18. Je comprends la position des parents adoptants aussi, parce que c'est très difficile. C'est justement un âge où... moi-même, j'ai une fille, quand ils sont adolescents, des fois, je sais pas trop comment les prendre. Et en même temps, c'est un système qu'une fille de 14 ans peut aller se faire avorter à l'insu de ses parents adoptifs ou biologiques, là, selon le cas. Donc, quoi faire dans un cas pareil? Est-ce que, dans le fond, la loi devrait... faire passer de 14 à 18 pour ces cas-là, ce cas-là particulier de l'adoption, des retrouvailles avec les parents biologiques, est-ce que le Code civil devrait prévoir que les adoptants doivent être consultés dans ces cas-là? Il n'y a pas... ou bien on le laisse comme ça, ou bien non, on accorde aux parents adoptants plus de droits. Mais c'est sûr qu'à 18 ans, il n'y a plus de droit de regard. Là, pour... L'objectif, c'était pas de vous tendre un piège, c'était tout simplement pour voir si vous aviez une position particulière compte tenu de votre expérience. Mais le but n'était pas du tout de tendre un piège. Je voyais pas ça comme un piège. Okay. Non, pas du tout. C'est sûr que j'ai déjà lu les mémoires par le passé de ces groupes-là. Ils vivent une problématique très précise. Justement, un moment difficile dans la vie de leur enfant. Et je crois qu'effectivement, ils devraient être plus consultés. Peut-être même qu'il faudrait voir si les centres jeunesse ne pourraient pas... en accord avec la personne de 14-18, consulter les parents adoptants, dire il faudrait qu'ils embarquent dans le coup, là, on ne peut pas les mettre de côté. D'accord. Mais j'aborderai une autre question. Le projet de loi prévoit, dans sa forme actuelle, la possibilité d'inscrire un refus de communication de l'identité dans l'année qui va suivre la naissance de l'enfant. Cette disposition-là, elle vise, j'avais des échanges hier, à éviter le phénomène des boîtes à bébés qui a été vécu dans certaines provinces canadiennes. C'est ces installations-là qui sont aménagées parfois dans les hôpitaux. Et qui permettent l'abandon des poupons. Puis c'est aussi pour éviter les infanticides. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette disposition-là? Justement, je ne sais pas très bien
le propos parce que dans ces cas-là, le parent biologique n'est pas connu du tout. C'est ça. L'objectif du projet de loi de permettre cette inscription d'un refus à la communication, c'est pour éviter le phénomène des boîtes à bébés. Parce que dans certaines législatures où il y a une ouverture plus grande, il y a eu une recrudescence d'abandon d'enfants par des parents qui ne souhaitaient d'aucune façon divulguer leur identité parce que l'enfant avait été conçu dans des circonstances qu'ils ne souhaitaient pas divulguer. Mais il y a malheureusement des drames humains parfois qui ont cours. Et ça a donné lieu à un phénomène qu'on retrouvait dans certains hôpitaux où, pour éviter les infanticides, les hôpitaux avaient aménagé des boîtes pour recueillir les poupons. Et pour tenter d'éviter ce processus-là, nous, de notre côté, on prévoit cette possibilité d'inscrire un refus de communication à l'intérieur de l'année, donc dans les 12 mois. Et j'aimerais vous entendre sur cette disposition qui est prévue dans notre projet de loi. Si pour le parent biologique, qu'il le fasse en dedans d'un an ou n'importe quand, ça revient au même. Mais si pour elle est plus confortable de le faire immédiatement, c'est le choix du parent biologique. Je ne suis pas en désaccord, mais comme le prévoit la loi, un an après le décès du parent, la personne adoptée aura le droit de connaître le parent, là, si elle est connue. Si elle est connue, mais dans le fond, vous, ce que je comprends de votre position, c'est que vous souhaitez vous ne souhaitez pas qu'il y ait de possibilité d'inscrire un refus de communication. Moi, c'est si le parent biologique le souhaite, il est bien libre de le faire. Mais je voudrais juste rappeler ici, parce que on parle d'une infime proportion de cas, là. Ici, là, j'ai des statistiques de la British Columbia Vital Statistics Agency. C'est essentiellement les mêmes depuis une dizaine d'années parce que quand la loi est rentrée en vigueur en 1996, le monde, dans la première année, ils ont demandé leur dossier. Et finalement, je ne sais pas si ça peut répondre à votre question, mais il y a juste 3,28% des mères biologiques qui ont inscrit un veto de communication et pratiquement aucune de contact, 0,3. Si pour eux, sont plus confortables à l'inscrire immédiatement, moi, je suis pas contre, là. OK, d'accord. Donc, dans le fond, ce que vous nous dites, c'est compte tenu du faible pourcentage. Il y a le faible pourcentage, d'une part, mais d'autre part, c'est aussi le faible pourcentage de personnes adoptées qui demandent un dossier. Puis, encore une fois, je me réfère aux statistiques de la Colombie-Britannique. L'Ontario, c'est trop récent. Ils sont toujours en évolution dans leur couple. Ça a été adopté assez récemment. Pour les personnes adoptées, moi, je calcule que seulement eu 8,4% des personnes adoptées qui ont demandé leur dossier. À savoir 5 867 personnes adoptées sur environ 70 000 adoptions en Colombie-Britannique. Puis, je trouve que le nombre est très, très bas. Je comprends que c'est pas tout le monde qui puisse être intéressé. Moi, je connais des personnes adoptées, ça leur dit rien. Je comprends qu'il y en a qui sont décédés, mais ça explique pas 8,4% de demandes. C'est pour ça que je reviens constamment sur le fait de connaître le statut d'adopté, parce que d'après moi, un large pourcentage qu'on ne peut pas déterminer, parce qu'on essaie d'évaluer l'ignorance d'une personne de son statut d'adopté, tous ces gens-là ne peuvent pas bénéficier de la loi, ne peuvent pas bénéficier d'avoir leurs antécédents médicaux corrects et à jour. Quand ils construisent leur arbre généalogique,
c'est pas peine perdue de monter l'arbre généalogique de ses parents adoptifs. Moi-même, j'ai fait l'arbre généalogique de mes parents adoptifs et de mes parents biologiques. Mais c'est juste, c'est le leurre, là, c'est l'illusion que, dans le fond, cette personne-là pense que ses parents adoptifs sont ses parents biologiques. Et le certificat de naissance qui est produit ici au Québec n'aide pas dans la situation parce que quand on le lit, le certificat de naissance, la plupart des gens vont penser qu'il s'agit des parents biologiques. Il n'y a aucune distinction, mais en fait, un certificat de naissance, ça indique uniquement les parents légaux d'un enfant. C'est ainsi que, pour un cas donné, il peut avoir qu'un parent, il peut avoir deux parents, un homme, une femme, ou deux hommes ou deux femmes, toutes les situations possibles, parce que ce sont les parents légaux. Ça ne représente pas les parents biologiques, sauf que, pour la plupart des gens, le certificat de naissance, ça représente les parents biologiques. Madame la ministre. Donc, vous n'avez pas d'objection au veto, mais ce que vous nous dites, en fait, puis simplement, ce que vous nous dites, c'est que pour vous, il est important pour un individu d'avoir l'heure juste sur sa réelle identité. Dans le fond, là, on remet ça dans le contexte le plus simple. Donc, l'État devrait permettre à quelqu'un d'avoir l'information nécessaire sur ses antécédents et sur son identité. Bien, c'est ça pour ce qui est revenir au veto, c'est que le nombre est tellement bas, puis si on prend d'un autre côté le nombre bas de personnes qui font des demandes, on se retrouve la coïncidence entre une mère biologique qui demanderait un veto de connaissance et une personne adoptée qui demanderait son dossier pour connaître l'identité de la mère en question. On se retrouve avec moins de 0,1 %. C'est purement académique, là. Merci, M. Desaulniers. Madame la députée de Joliette. Oui, alors, bonjour, M. Desaulniers. Je suis heureuse de vous entendre. Pour la petite histoire, je pense que c'était la première ou la deuxième semaine que j'étais conseillère politique au cabinet du ministre de la Justice, Serge Ménard à l'époque, et je vous avais parlé à la fin des années 90. Alors, je pense qu'on peut dire que c'est la cause de votre vie et une des causes de votre vie, de pouvoir donner accès à l'information pour les adopter. Mais donc, je suis heureuse qu'on puisse vous entendre en commission sur le sujet. Puis, j'ai été heureuse aussi de pouvoir lire votre parcours parce que je pense que ça nous informe un peu de ce que a pu être le parcours du combattant de certaines personnes adoptées qui voulaient connaître leurs origines, leur identité. Puis, j'ai lu que vous aviez quand même réussi. Donc, dans votre cas, exactement, ce qui n'était pas le cas la première fois que je vous avais parlé. Donc, non, il y a quand même eu des bonnes nouvelles en cours de route. Alors, je vais aussi, moi aussi, prendre quelques secondes pour saluer la présence des juristes de l'État qui nous accueillent et qui nous accompagnent à chaque jour dans nos travaux. Et je leur souhaite, comme je nous souhaite, un règlement rapide à la satisfaction de toutes les parties et un retour au travail. Alors, Monsieur Desaulniers, j'ai beaucoup de questions pour vous parce que je sais que vous avez consacré beaucoup de temps à toutes ces recherches. Juste pour rester sur la question de la Colombie-Britannique, vous dites 8 % de demandes, donc il y aurait juste 8 % des personnes... J'ai calculé... Oui. Ah, pardon. Non, c'est juste c'est parce correct. que l'audio ne peut pas enregistrer les deux en même temps. Ah, parfait. D'accord, oui. Ben, c'est ça. Moi, je calcule 8,4 parce qu'ils disent qu'il y a eu... le calcul qu'ils nous présentent, quand on fait l'extrapolation, on se retrouve à environ... Ils disent que 77 % des demandes sur un total de 7 619, ce sont des personnes adoptées. Ça me donne 5 867 personnes adoptées sur eux. Ils estiment qu'ils ont eu 70 000 adoptions en Colombie-Britannique passées.
Si vous permettez, est-ce que ce sont les demandes ou les gens qui ont pu avoir accès parce qu'il n'y avait pas eu de veto, puis tout ça? Ça, c'est les demandes. C'est les demandes. C'est les donc on demandes. sait Non, pas il n'y a comment pas, ça s'est pas confus. d'interrelation entre les deux OK. dans les statistiques. OK. Qui mènent, Donc, mais- c'est pour ça que ça vous apparaît très bas et que vous postulez qu'il peut y avoir un bon nombre de personnes qui ne savent même pas qu'elles sont adoptées. Bien, 8,4 des demandes, comme je le disais, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés. J'en connais des gens qui ne sont pas intéressés. Il y en a qui sont décédés. Mais d'après moi, il y a un grand nombre qui ne savent pas, qui ont été adoptés. Moi, par exemple, c'est tout à fait par hasard que j'ai su que j'ai été adopté. Mes parents adoptifs étaient décédés tous les deux. Et en 1984, est-ce que je peux y aller d'une information personnelle? Je m'adonne à être voisin d'une personne qui fait des cartes du ciel. Je m'intéresse pas du tout aux cartes du ciel. Mais là, elle commence à me dire, ah oui, mais pour avoir, comment il appelle ça, donc l'astre, je sais plus trop. Ascendant. L'ascendant. Ça prendrait l'heure de naissance. J'avais pas mon heure de naissance, puis c'est à partir de chercher l'heure de naissance que là, je me suis retrouvé à me dire, bon, je vais aller voir à l'église, voir qu'est-ce qui est écrit dans le registre. Il n'y avait pas l'heure, sauf qu'il marquait que j'avais été adopté. Là, à partir de là, il y a eu des démarches au centre jeunesse. Là, j'ai fini par savoir l'heure. Par la suite, j'ai su qu'il y avait une erreur dans l'heure. Je sais pas si ça a modifié l'état des astres dans mon cas. Mais bon, j'ai fini par avoir mon dossier médical à la naissance, qui est très important pour tout le monde. C'est là que j'ai su ma véritable heure à la naissance. Puis, c'est ça. Donc, je comprends qu'une de vos demandes dans vos recommandations, c'est vraiment qu'il y a un mécanisme pour que quelqu'un puisse connaître son statut d'adopté. Parce qu'on voit que dans le projet de loi, ce qui est prévu, c'est que c'est la responsabilité des parents adoptants de divulguer cette information-là. Puis je pense qu'effectivement, pour les adoptions actuelles, c'est une question qui se pose beaucoup moins parce que les parents sont beaucoup renseignés quant à l'importance de le dire. Puis souvent, la trajectoire des enfants font qu'ils le savent aussi. Mais pour les gens qui seraient dans une situation comme la vôtre, des adoptions antérieures, vous avez l'air à trouver que c'est quelque chose de très important. Et je comprends que vous, comme mécanisme, vous voyez quelque chose qui pourrait être fait via l'État civil, donc qui pourrait avoir cette responsabilité-là. Parce que il me semble que naturellement, et c'est le cas, j'ai cité dans mon mémoire deux pays, là, l'Australie, l'Angleterre, que leur État civil à eux, l'équivalent de l'État civil à eux, fournissent un tel document. C'est prévu. Et je me dis qu'au Québec, la même chose pourrait être réalisée facilement, puisque le directeur de l'État civil, quand il consulte le registre, c'est indiqué qu'il y a eu une adoption. Il voit, lui, là. C'est indiqué dans la marge, c'est référé en fin du volume, ça dépend des églises, là. Mais il sait, lui. Donc, lui, il aurait le pouvoir de faire ça. Il s'agit juste d'y donner l'autorisation de le faire. Hier, le mouvement Retrouvailles, je crois, suggérait que lorsqu'on fait, qu'une personne majeure fait une demande de certificat à l'État civil, il puisse y avoir une case pour savoir si on a un statut, si on a été adopté ou non. Donc, l'on demande cette information-là. Est-ce que c'est un peu le type de mécanisme que vous avez en tête? Oui, bien, en fait, je trouve que c'est une idée, c'est un compromis raisonnable, je pense, pour toutes les parties. Si dans le formulaire, déjà, il y aurait une case pour le demander, ça donne une ouverture. Je sais qu'en Australie, c'est indiqué d'un papier à part qu'il y a eu une modification. Il ne précise pas pour quelle raison, mais quand la personne désire d'en savoir davantage, il demande pourquoi il y a eu une modification. Puis là, ça peut être pour une garde partagée, ça peut être une adoption, peut-être qu'il y a une variété de raisons. Mais effectivement, je trouve que cette option d'une question, ça réglerait, si le monde veut le savoir, il pourra le faire. Parce que là, faut juste se mettre en contexte. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont été adoptées.
personne. Bien, pour la plupart des gens, ils vont prendre leur certificat de naissance, puis ça ira pas plus loin. Pour eux, il y a entre les parents légaux et les parents biologiques, c'est la même chose pour eux. Eux, c'est la vérité, c'est un document émis par l'État qui indique le nom de leurs parents. Et pour eux, c'est la vérité pure, là. C'est pour ça qu'il y a comme un blocage. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des mécanismes simples pour ceux qui veulent s'informer de le faire. Et je crois que c'est sûr que le directeur de la protection de la jeunesse est le gardien de tous les dossiers d'adoption, sauf qu'une personne qui n'est pas au courant va plutôt s'adresser au directeur de l'État civil dans sa démarche de renseignement sur son état civil. Puis, je comprends qu'on en a parlé brièvement, mais hier aussi, on en a parlé, là, l'idée que quand il y aurait maintenant une adoption avec reconnaissance du lien de filiation préalable, ce qui serait une nouvelle possibilité, il pourrait y avoir donc sur l'état de l'état civil, sur le certificat de l'état civil, les noms des parents biologiques qui soient là et les noms des parents adoptants. Vous semblez dire que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir à part, donc pas sur ce document-là, mais je veux savoir si je comprends bien, un certificat de filiation. Effectivement, c'est que ça rejoint que c'est que l'association des... Pardon. L'Association des parents pour l'adoption québécoise disait hier, c'est pas souhaitable pour un enfant d'arriver à l'école primaire avec un certificat de naissance qui indique qu'il a été adopté. Ça le met à part des autres, puis ça amène toutes sortes de questions. Puis effectivement, ce serait facile de permettre au directeur de l'État civil de créer un autre document. On va lui donner le nom de certificat de filiation, ou certificat de naissance détaillé. Et pour la personne même, pas quelque chose qu'elle va présenter à tout le monde. Si elle a à présenter quelque chose, le document qui est actuellement produit par l'État civil suffit, là. Il y a les renseignements qu'on trouve habituellement, les parents légaux, les noms, Merci, M. Desaulniers. Madame la députée de Repentigny. Merci, monsieur, d'être présent. Effectivement, on parle de l'article 583-10. Il appartient à l'adoptant d'informer l'enfant sur le fait qu'il est adopté. Puis vous, de toute évidence, vos parents n'ont pas fait, vous ont pas donné cette information-là avant leur décès. Donc, même si on a un article qui dit qu'il appartient aux parents, si les parents ne le font pas, il y a une information qui n'est pas donnée à l'enfant. Lorsqu'on parle tout à l'heure du document qui est joint, mettons que le DGEQ, le directeur d'État civil, le directeur d'État civil dit on dit qu'il pourrait avoir un document qui est joint, qui pourrait être remis à la personne. Si la personne ne demande pas une copie de son certificat de naissance, ce document-là ne l'aura pas, il ne le saura probablement pas non plus. C'est un petit peu difficile de voir de quelle façon on pourrait, de façon parfaite, s'assurer que la personne qui est adoptée finisse par savoir cet état de choses, même si les parents ne l'ont jamais dit. La proposition de modifier le formulaire de demande de l'État civil en ajoutant la question de savoir si on veut savoir si on était adopté, c'est une manière pour avoir à long terme, peut-être dans 5 ans, si ça a contribué à augmenter le nombre de personnes qui connaissent leur statut d'adopté. Mais il faut l'essayer. OK. Donc, c'est dans le questionnaire, vous verriez la petite case où on demande soi-même. Oui, définitivement. Je trouve que c'est... Parce que dans le monde idéal, mais les coûts seraient prohibitifs, ce serait d'envoyer à tous les résidents nés au Québec un formulaire leur disant qu'ils ont été adoptés, là. Mais on n'a pas ces moyens-là, là. Et en plus, la plupart des personnes concernées, peut-être même plus au Québec en ce moment. Il y en a qui ont changé de province, peut-être même de pays, sont difficiles à rejoindre.
Et il y en a là-dedans qui sont décédés. Puis là, ça me ramène à la question des descendants. Là, la loi prévoit rien pour les descendants. Et pourtant, si on gère les dossiers d'adoption comme un dossier médical, le dossier de l'usager dans la loi de l'article 17 et suivant de la loi de la santé et des services sociaux, il y a quand même certains aspects prévus pour les descendants. Ils peuvent demander les causes d'essai, certains éléments. Autrefois, on avait le droit d'avoir la copie complète du dossier de l'ancêtre. J'ai même eu moi-même le grand-père, l'arrière-grand-mère comme dossier. Là, ça a l'air qu'on n'aurait plus le droit d'avoir ça. Mais minimalement, on a le droit d'avoir certains renseignements. Or, pour les descendants, mettons que une situation là que le fils apprend que son père a été adopté, mais que lui-même n'avait pas fait de recherche, mais lui, il est intéressé, le fils, à connaître ses grands-parents biologiques, donc les parents biologiques de son père qui étaient adoptés. Là, il est bloqué par la loi et je trouve que c'est une situation qui devrait être améliorée. Merci. Puis, à l'article 583.2, on mentionne des dommages punitifs pour, exemple, l'enfant qui aurait tenté de retrouver, de prendre contact avec un parent qui aurait fait un veto là, de non-contact. Vous, pour avoir été un enfant adopté, dans l'état actuel où on a les médias sociaux, puis on peut retrouver parfois des personnes. Comment vous voyez ça? Parce qu'il y a comme un désir de l'enfant, de lui. Bien, je suis content de poser la question parce que je ne savais pas comment l'aborder. C'est que, en Colombie-Britannique, toujours, après 20 ans d'application de leur loi, il y a eu de contact, là, 0,3% de demandes de photos de contact. Votre question, elle devient purement académique. Là. S'il arrive quelque chose que ça risque de ne pas arriver, puis même dans les cas que c'est arrivé, il y en a de documentés dans les autres provinces. En tout cas, ça, j'ai entendu, finalement, le parent a laissé faire. Il aurait aimé mieux de ne pas être contacté, mais quand tu as ton enfant à la porte, ben, viens prendre un café. C'est comme ça. Donc, toute la question des dommages punitifs, pour vous, ça n'a pas sa raison d'être dans un projet de loi? Ça peut être prévu, mais dans les faits, ça ne s'appliquera pas. Dans mon point de vue, compte tenu qu'il n'y a presque pas de veto de contact qui sont remplis, puis en plus du veto de contact, il faut que l'enfant, il y a une coïncidence entre l'enfant aussi qui désire contacter le parent, là. Et là, on se retrouve avec, dans ce cas-ci, là, en Colombie-Britannique, 8,4% fois 0,3%. C'est infime, là, la probabilité. Là. Dernier commentaire, 30 secondes, Monsieur le député de Bordua. Oui, pour vous remercier, M. Desaulniers, mais aussi pour que vous nous fassiez part un peu de la discrimination qui est vécue par les personnes adoptées. Vous l'abordez un peu dans votre mémoire, les exemples. Ah, des exemples? Parfait. Juste... Au niveau de l'empêchement de mariage, au niveau des questionnaires médicaux, des dossiers médicaux. On a le temps? Oui. Mais on peut-tu faire ça d'une minute? Oui. Ben, c'est surtout les questionnaires médicaux, pour faire rapidement. Puis, moi-même, j'ai vécu, avant de savoir mon adoption, que je donnais les antécédents de mes parents adoptifs. Je savais pas que j'étais adopté. Puis une fois que j'ai su que j'étais adopté, je pouvais plus rien marquer puisque je connaissais pas mes parents biologiques jusqu'à 1995 pour un cas et 2012 pour l'autre. Donc, il y avait un trou. Donc, c'est une source de discrimination, de l'information qu'on devrait pouvoir obtenir. Or, on l'a pas. Pour les empêchements de mariage, c'est sûr que il y a des cas documentés ici au Québec, surtout dans les petits villages dans le bas du fleuve, où c'est qu'une personne adoptée s'est mariée avec une parente parce que il savait pas, là.
Pour empêcher ça, il faudrait qu'il sache qu'il a été adopté. Il faut qu'il connaisse sa famille biologique. Merci, M. Desaulniers. C'est tout le temps qu'on a à notre disposition. Ça a été très intéressant. Je vais suspendre quelques minutes. Je demanderai à l'Association des avocats en droit familial du Québec de s'avancer, s'il vous plaît.